Bonjour à tous et à toutes. Je vais attendre que tout le monde ait mis son casque. Sachant que je ne le mets pas quand je vais vous parler de l'atelier réemploi cet après-midi, et je le mettrai quand vous avez des questions. Voilà, vous n'hésitez pas à me poser des questions quand vous en avez. Donc moi, je suis juriste référente à la Mutuelle des architectes depuis un certain nombre d'années dans un service qui est dédié à la veille et à l'assistance juridique. Donc je vais vous parler cet après-midi de réemploi. Sachant, je vais laisser les gens s'installer un petit peu, il reste quelques personnes à arriver. Donc je vais vous parler de réemploi. Ce sont des chantiers qui sont atypiques, mais qui font appel à des techniques ancestrales. Donc on aurait pu imaginer que puisque ça fait appel à des techniques ancestrales, on sait faire et on sait surtout comment gérer le sinistre lié de près ou de loin à un chantier de réemploi, que voilà, tout le monde autour de la table, dans le cadre d'un projet de construction qui fait appel à du réemploi, sait comment c'est cadré et sait comment ça fonctionne. Et en réalité, les assureurs de responsabilité ne sont pas très friands du réemploi. Et moi, je vais m'attacher aujourd'hui à vous parler des conséquences pratiques assurantielle lorsqu'on participe à une opération de construction qui va faire appel à du réemploi. Parce qu'on s'est rendu compte dans la pratique que la maîtrise d'œuvre, elle en fait beaucoup, des chantiers qui font appel à du réemploi. Mais quand on participe à des interventions avec les institutions professionnelles, avec d'autres assureurs de responsabilité, les autres assureurs de responsabilité nous précisaient qu'aucune entreprise ne leur déclarait la réalisation de travaux faisant appel à du réemploi. Donc le réemploi n'existait que chez la maîtrise d'œuvre, ce qui n'est en pratique pas possible, puisque par définition, ce n'est pas la maîtrise d'œuvre qui exécute les travaux. Pourquoi est-ce que c'est très important de lier le réemploi à la question assurantielle et aux assureurs de responsabilité des entreprises? Parce que l'assureur de responsabilité, en fait, il calcule son risque. Vous savez qu'un assureur ne fonctionne que via le risque qu'il connaît au jour de la souscription pour pouvoir éventuellement indemniser son assuré. Donc, il ne fonctionne que sous l'angle de l'approche du risque. Et par définition, le réemploi, pour l'assureur de responsabilité, ça va être ce que l'on doit qualifier d'aggravation du risque. Pourquoi ? Parce que quand l'on parle de réemploi, vous savez que le réemploi, c'est faire appel à un matériau avec la même fonction dans un nouvel ouvrage. Quand on parle de construction, on doit avoir une opération de construction. À la fin de l'opération de construction, on doit avoir un ouvrage qui est pérenne pendant tout le temps de la responsabilité du constructeur, c'est-à-dire pendant 10 ans à compter de la réception. Le matériau de réemploi, par définition, il est réemployé. Donc, il existait avant la mise en œuvre dans le nouvel ouvrage. Il a eu une précédente vie. Il a peut-être été mis en œuvre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, avant d'être inséré dans un nouvel ouvrage, réemployé dans un nouvel ouvrage. Et dans ce nouvel ouvrage, il doit pouvoir justifier de ce même laps de temps de pérennité, c'est-à-dire 10 ans à compter de la réception. Donc, quand on parle de réemploi ou de matériaux réemployés pour un assureur de responsabilité, clairement, lui, il envisage le sinistre, l'aggravation du risque. Quand on lui parle, je vous ai mis quelques exemples de matériaux qui sont réemployés. Quand on lui parle de radiateur, l'assureur de responsabilité, il pense radiateur poreux et fuyard. Quand on lui parle, par exemple, de réemploi de tableaux électriques, il envisage l'incendie. Quand on lui parle de tuiles en terre cuite, il envisage les tuiles infiltrantes. Pour lui, c'est une aggravation du risque. Alors, on aurait pu imaginer, puisque c'est une aggravation du risque, qu'on modifie un peu notre fonctionnement qui est propre au droit de la construction. Je m'explique. Vous savez qu'on est gouverné par la loi Spinetta dans le droit de la construction qui a institué la responsabilité obligatoire et la garantie responsabilité civile décennale obligatoire.
Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité obligatoire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un constructeur qui a contracté directement avec le maître d'ouvrage, il sera donc qualifié de constructeur au sens du Code civil. Et dès lors qu'il est qualifié de constructeur, il va être présumé responsable de tous les désordres d'une certaine gravité, c'est-à-dire les désordres qui soit portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination, soit risque de porter atteinte à la sécurité des occupants. Il va être déclaré présumé responsable de ces désordres dès lors qu'ils sont survenus dans les 10 ans qui suivent la réception de l'ouvrage. C'est une présomption de responsabilité. C'est un régime juridique très lourd, qui est quasiment unique, qui veut dire que le constructeur ne peut pas se désengager de cette responsabilité. On dit qu'il ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité. La seule façon de s'exonérer, c'est de démontrer ce qu'on appelle la cause étrangère. Et la cause étrangère, ce sont des cas qui sont très difficiles à caractériser. On a la force majeure. Donc c'est l'événement climatique. Si le désordre est lié à un événement climatique, là, ok, on va dire que le constructeur n'est pas présumé responsable, en tout cas n'est pas responsable. Ou bien c'est la faute du maître d'ouvrage. Et là encore, c'est très difficile de caractériser cette faute. On a deux théories, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a soit l'immixtion fautive pour un constructeur, pour un maître d'ouvrage qui est professionnel de la construction. Donc il va falloir démontrer que votre maître d'ouvrage est un professionnel, ce qui n'est pas aisé. Je rappelle qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers sont considérés comme non sachants. Ce ne sont pas des professionnels de la construction, ce sont des professionnels de l'immobilier, mais pas de la construction. Donc même face à un grand groupe de promotion immobilière, vous ne pourrez pas démontrer que le maître d'ouvrage s'est immiscé fautivement parce qu'on ne pourra pas démontrer qu'il est un professionnel de la construction. Et la deuxième théorie, c'est l'acceptation délibérée des risques, où là, pour que le constructeur puisse ne pas être déclaré responsable du désordre, il va falloir qu'il démontre qu'il a donné un conseil, une préconisation au maître d'ouvrage, préconisation très étayée, très exhaustive. Il doit lui expliquer voilà, en quoi il doit réaliser tels travaux, quelles sont les conséquences si les travaux ne sont pas réalisés, quel type de sinistre peut survenir. Et ensuite, le maître d'ouvrage doit refuser le conseil. Mais il faut vraiment que les éléments soient écrits, formels, exhaustifs. Donc, ce n'est pas évident. Donc, on s'en tient à la présomption de responsabilité. Au même titre que la présomption d'innocence, vous avez la présomption de responsabilité. Ce qui veut dire que c'est un régime juridique lourd. Et en conséquence de quoi, la loi Spinetta nous dit c'est un régime juridique lourd, il faut qu'on ait un payeur. Le payeur, c'est l'assureur de responsabilité. À partir du moment où la responsabilité décennale de l'assuré est engagée, l'assureur de responsabilité, il ne peut rien faire. Il doit indemniser le maître d'ouvrage. J'en reviens à ce que je vous disais juste à l'instant. Puisqu'on est dans le cadre de chantiers atypiques, il faut savoir quand même que le réemploi, je pense que vous le savez, ce sont des chantiers qui sont plus chers que de faire du neuf. Il faut une vraie volonté du maître d'ouvrage pour aller vers du réemploi. Donc, on aurait pu imaginer que le maître d'ouvrage qui est volontaire, qui veut vraiment faire du réemploi, contractuellement, il vient de dire à son entreprise « Ok, je sais qu'il y a un régime juridique très lourd, mais je m'engage à ne pas rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise si jamais il y a un désordre de nature décennale qui survient dans les 10 ans à compter de la réception. » Comme ça, pas de risque de mise en cause de la responsabilité décennale, pas de risque de prise en charge d'un sinistre décennal par l'assureur. Et en fait, c'est impossible. C'est impossible parce que le Code civil nous l'interdit. La responsabilité décennale, c'est une responsabilité d'ordre public. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réduire la portée de la responsabilité décennale d'une entreprise, d'un constructeur. Si l'on essaye de le faire dans un contrat, certains s'y sont essayés, les clauses seront réputées non écrites. C'est comme ça. C'est un régime très lourd. Donc, vous ne pouvez pas exclure, même si on est dans le cadre du réemploi, même s'il y a une volonté de porter du réemploi, et la volonté, elle existe même, j'allais dire, dans les pouvoirs publics, on le sait, diminuer un maximum l'impact carbone de la construction, limitation des déchets, etc. On sait que c'est porté par les pouvoirs publics. Pour autant, dans les marchés privés, vous avez l'impossibilité de réduire la responsabilité décennale. Et c'est constamment affirmé par les juges, pour ceux qui ont essayé malgré tout d'insérer des clauses dans les contrats d'entreprise.
La conséquence de tout ça, c'est que l'assureur de responsabilité, son risque, il est énorme, notamment quand il fait du réemploi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'assureur de responsabilité? Il a expliqué, OK, je suis obligé, moi, je vais délivrer une police d'assurance décennale. Je sais que mon assuré va être présumé responsable dès lors que des désordres de nature décennale surviennent dans les 10 ans à compter de la réception. Par contre, moi, assureur, je veux être rassuré, c'est le cas de le dire, par les travaux qui vont être exécutés. Je vais conditionner ma garantie, c'est-à-dire que je te la donne, ma garantie, mais sous une condition. La condition, c'est que l'entreprise réalise des travaux que l'on appelle travaux de technique courante. Et ça, c'est une clause qui est systématiquement dans les polices d'assurance entreprise. Dans les polices d'assurance maîtrise d'œuvre à la MAF, cette clause n'existe pas. Parce qu'on part du principe que quand on est maître d'œuvre, on est pour l'innovation. Donc ça va être compliqué à la fois de porter l'innovation et de brider l'innovation, en intégrant ces clauses contractuelles de travaux techniques courantes. Mais pour les entreprises, cette clause, elle existe. C'est une clause qui est purement contractuelle, donc vous pouvez rencontrer différents types de clauses. Je vous ai mis un petit exemple de clause de travaux techniques courantes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clause? Elle nous dit que l'entreprise s'engage, pour que la garantie soit délivrée, elle s'engage à réaliser des travaux qui répondent à des normes. Normes NF, normes DTU, ou bien les règles professionnelles ou recommandations professionnelles qui sont acceptées par la C2P. Je fais un tout petit aparté sur la C2P pour rappeler un peu l'objet de la C2P, puisque c'est important dans le cadre du réemploi. Donc vous avez l'AQC, l'Agence Qualité Construction, qui surveille les mises en œuvre, savoir un peu les pathologies du bâtiment, vérifier si telle mise en œuvre est susceptible ou non d'être sinistrante. Et au sein de l'AQC, qui donc regroupe toutes les institutions, maîtres d'œuvre, bureau de compte, contrôleur technique, assureur via France Assureur. Donc, au sein de l'AQC, vous avez la commission de prévention produit qui est la C2P. Et la C2P, elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle va vérifier les risques de sinistralité, mais cette fois-ci liés aux matériaux. C'est pour ça que c'est dans le cadre du réemploi, c'est elle qui statue pour savoir si un matériau de réemploi est susceptible ou non d'être validé. Et si la C2P valide la recommandation professionnelle, alors c'est généralement les filières de réemploi qui portent les recommandations professionnelles devant la C2P, qui explique comment un matériau de réemploi peut effectivement être réemployé, exige les conditions de stockage, les conditions de dépose, comment il doit être mis en œuvre, comment il doit être vérifié, qualifié par un qualificateur. Et une fois que la filière a porté toutes ces règles devant la C2P valide ou pas. Si elle valide ces règles professionnelles, cela devient des travaux de technique courante. C'est le cas dans le réemploi, je pense que vous le savez ou pas. Il y a une filière qui s'est organisée pour obtenir la validation de la C2P, c'est la filière métallique, poutre métallique. La filière acier. Ou bien il faut que ce soit des travaux qui bénéficient classiquement d'un ATEX, etc. Si on ne rentre pas dans ces cases, eh bien on sera dans des travaux techniques non courantes. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que l'entreprise qui va faire du réemploi, qui est bénéficiaire de ce contrat d'assurance, elle doit aller voir son assureur dès lors qu'elle intervient dans un projet qui va faire appel à du réemploi. Elle ne peut pas rester les bras ballants en se disant de toute façon j'ai un assureur de responsabilité décennale, je suis tranquille. C'est impossible parce qu'en réalité, la clause de travaux techniques courante, je vais l'expliquer ensuite, c'est une possibilité, une justification de non-garantie par l'assureur de responsabilité. Donc l'entreprise doit être proactive, ce qui veut dire que d'une part, le maître d'œuvre doit alerter très en amont le maître d'ouvrage de l'existence du réemploi qui est considéré comme des travaux techniques non courantes et alerter sur la nécessité d'obtenir de la part de l'entreprise sa démarche proactive auprès de son assureur de responsabilité pour obtenir ce qu'on appelle une attestation nominative de chantier. En fait, une extension de garantie. Si l'entreprise sait qu'elle va faire du réemploi, elle est obligée d'aller voir son assureur pour déclarer qu'elle va faire du réemploi et donc il s'agit de travaux techniques non courantes, de manière à ce que l'assureur accepte
de délivrer sa garantie décennale au titre de ce chantier, de ces travaux. Je vous l'ai dit tout en amont, vous vous rappelez, à partir du moment, régulièrement, les assureurs de responsabilité nous disaient « Non, mais nous, on n'a pas d'assurés qui font du réemploi ». C'est parce qu'aucune entreprise n'allait voir leur assureur de responsabilité pour déclarer. Et donc, on se retrouvait face à une situation qui est très compliquée à gérer, puisque la déclaration des travaux techniques non courantes, elle doit être accomplie très en amont de l'opération, à défaut de quoi on tombe sur une non-garantie. Alors, on peut avoir une réduction de l'indemnité, c'est-à-dire que l'assureur de responsabilité va considérer que comme son risque est aggravé, il va payer un peu moins de l'indemnité qui est due, mais en réalité, c'est quasiment systématiquement une absence totale de garantie. Donc, ça a vraiment un impact très important en cas de sinistre. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas garantie par son assureur de responsabilité. Et on le sait, les entreprises, dans les sinistres évidemment d'ampleur, ne peuvent absolument pas supporter le coût de l'indemnité qui serait susceptible d'être allouée au maître d'ouvrage. Donc, sans assureur et finalement sans entreprise, le coût de cette indemnité susceptible d'être prise en charge pour le maître d'ouvrage retombe sur la tête de la maîtrise d'œuvre. Ça retombe sur la tête de la maîtrise d'œuvre pour une raison principale. Je ne sais pas si vous êtes au fait de la théorie de la condamnation in solidum qui est actuellement prononcée par les tribunaux. C'est une invention des juges, hein, ça n'existe pas dans la loi. Mais en fait, ça va toujours dans un sens de protection maximale du maître d'ouvrage. Donc dans le même esprit que la loi Spinetta, finalement. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer à quoi ça correspond, la condamnation in solidum. Imaginons que vous avez un sinistre qui est causé à 80% par un défaut d'exécution de l'entreprise. Et on va dire qu'il y a 20% pour la maîtrise d'œuvre, pour un défaut de suivi. Voilà, 20% de responsabilité à la charge de la maîtrise d'œuvre. Normalement, dans un monde idéal, ça veut dire que le maître d'ouvrage va récupérer 80% de son indemnité sur la tête de l'entreprise et puis 20% de son indemnité sur la tête de la maîtrise d'œuvre. Chacun prend à charge sa propre part de responsabilité. Sauf que les juges ont tendance, dans toujours une optique de protection du maître d'ouvrage, de condamner les parties défenderesses in solidum à indemniser le maître d'ouvrage. Ce qui veut dire concrètement que le maître d'ouvrage va pouvoir aller récupérer 100% de son indemnité sur la tête de la maîtrise d'œuvre. Peu importe que la maîtrise d'œuvre n'engage que 20% de responsabilité. 100% de l'indemnité va devoir être payée par la maîtrise d'œuvre parce qu'elle a été condamnée in solidum avec l'entreprise. Ensuite, ce sera à charge pour la maîtrise d'œuvre d'aller récupérer les 80% auprès de l'entreprise. Souvent, l'entreprise, si elle est de taille pas forcément très importante et qu'elle connaît des difficultés, l'entreprise peut ne plus exister. Donc, que va faire la maîtrise d'œuvre? Elle va essayer de se retourner vers l'assureur de l'entreprise. Et si nous sommes dans la situation d'une opération de construction qui fait appel à du réemploi, avec une entreprise qui n'a pas déclaré le chantier de réemploi auprès de son assureur, vous allez avoir une maîtrise d'œuvre qui va essayer d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur de l'entreprise et l'assureur qui va lui répondre « je ne garantis pas ». Donc 100% finalement de l'indemnité va rester à la charge de la maîtrise d'œuvre et de son assureur. Donc vous voyez que ça a un impact vraiment pratique, alors même qu'encore une fois, le chantier qui fait appel à du réemploi doit par essence être anticipé très en amont. J'en viens aux questions de responsabilité, parce que là, je vous ai parlé de la responsabilité décennale et je l'ai un petit peu résumé sur ce slide. C'est ce que je vous ai dit sur la présomption de responsabilité des constructeurs, mais on aurait pu envisager, on aurait pu se dire quand même, le réemploi, ça fait appel à des interlocuteurs qui sont nouveaux. Et peut-être qu'on peut aller récupérer leur responsabilité, peut-être qu'on peut engager la responsabilité, par exemple, des plateformes qui font appel, enfin qui permettent de mettre en relation pour faire appel à des produits de réemploi. Peut-être que je peux aller voir le négociant de matériaux et qu'il est correctement assuré pour pouvoir récupérer éventuellement mon indemnité en cas de sinistre.
Alors, pour revenir d'abord sur la responsabilité des constructeurs, c'est la première qui est engagée, quoi qu'il arrive. D'abord parce que je vous ai parlé de la présomption de responsabilité. Ensuite, parce que l'entreprise qui pose un matériau de réemploi, elle est donc présumée responsable et surtout, elle ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité du fait du vice du matériau. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les cas d'exonération, ce n'est que la cause étrangère. Cause étrangère, fait du maître d'ouvrage ou bien force majeure. Mais même si le matériau de réemploi il est vicié, le constructeur entreprise ne peut absolument pas s'exonérer. Évidemment, la maîtrise d'œuvre peut aussi être exposée en cas d'erreur de prescription. Et ça peut également arriver. Deuxième pan des responsabilités, est-ce que je peux aller récupérer, rechercher la responsabilité du négociant de matériaux? Alors, le fabricant qui n'est pas le fabricant d'EPERS, je ne vais pas du tout rentrer dans le régime de l'EPERS parce que c'est vraiment très à la marge. On les rencontre quand même pas régulièrement. Mais juste pour vous, le fabricant d'EPERS, il est assimilé à un constructeur et il engage le même type de responsabilité que le constructeur. Donc c'est aussi une responsabilité décennale. Mais ce n'est pas du tout ce dont on parle. Le fabricant classique n'est pas un constructeur. En fait, c'est un vendeur. Donc qui dit vendeur, dit garantie des vices cachés. Donc on n'est pas du tout sur le même régime de responsabilité. On n'est pas sur de la responsabilité décennale. On va devoir démontrer une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Donc il faut des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à apporter pour retenir la responsabilité du négociant de matériaux. Et puis, en termes d'assurance, les fabricants, ils ont des polices d'assurance qui sont beaucoup moins élevées. Les plafonds sont moins importants. Donc si vous êtes sur un sinistre d'ampleur, vous pouvez très vite être bloqué sur le plafond de garantie que l'assureur accepte de régler. Et on retombe toujours sur la même problématique, c'est la maîtrise d'œuvre. Parce que la maîtrise d'œuvre, en tout cas sur les polices qui sont délivrées par la MAF, n'ont pas la clause de travaux techniques non courantes, donc sont garanties pleinement. Et les maîtres d'ouvrage en ont parfaitement conscience. On a deux types de garanties pour le négociant de matériaux qui sont classiquement rencontrés. La garantie frais de retrait et la garantie du fabricant après la pose. Alors, je vous ai mis un petit résumé de chacune de ces garanties, simplement pour vous montrer que ces garanties, elles ne peuvent pas être mobilisées en cas de dommage sur le matériau de réemploi. La première, parce que ça ne vaut que pour des produits qui n'ont pas encore été incorporés à l'ouvrage. Donc, pour tous les désordres qui affecteraient l'ouvrage, une fois que les matériaux sont incorporés, ça ne sert à rien. Et la deuxième, c'est parce qu'on a des montants de garantie qui sont très bas, avec souvent un plafond limité. Voilà, ce sont des garanties, ce qu'on appelle des assurances facultatives. Donc l'assureur du négociant, il n'est pas du tout limité comme l'assureur décennal. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut mettre des extensions de garantie, des exclusions, des plafonds, des franchises très élevées. En fait, c'est de la liberté totale contractuelle. Il n'a pas du tout cette contrainte qui est liée à la loi Spinetta. Et là, je vous ai mis un exemple de contrat d'assurance de plateforme. C'est vraiment pour que vous ayez en tête, parce qu'on a essayé c'est mieux là, de rechercher la responsabilité des plateformes et la garantie d'assurance de la plateforme. Parce que la plateforme, quand même, c'est un nouvel acteur qu'on voit de plus en plus souvent pour les matériaux de réemploi et qui a quand même son rôle à jouer. Et bien pour autant, on ne peut pas aller rechercher la garantie de son assureur parce que dans les contrats types, alors ça c'est un contrat type d'une plateforme connue, vous avez des exclusions. Et parmi les exclusions, vous avez notamment les dommages de la nature de ceux dont est responsable un locataire d'ouvrage, c'est le constructeur, au titre des dispositions de 1792 et suivants du Code civil, c'est-à-dire la responsabilité décennale. Donc, tous les dommages de nature décennale sont exclus dans le contrat d'assurance des plateformes. Donc, vous ne pouvez pas non plus aller récupérer l'indemnité auprès de l'assureur de la plateforme. Et je pense que j'en ai terminé pour vous laisser un petit peu de temps sur les questions. Alors, je vais mettre mon casque. J'arrive.
Je sais pas si... Oui, je m'entends. Allez-y, je vous écoute si vous avez des questions. C'est pas facile. On va faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Après, ça peut être des questions au-delà du volet assurantiel, hein, si vous le souhaitez, sur le réemploi à proprement parler, sur le diagnostic PEMD, sur d'autres éléments qui vous interpellent sur le propre du réemploi. Bonjour. Oui. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Là, tout ce qu'on a vu, c'est dans le cadre de la décennale. Oui. Est-ce que si on est sur des éléments qui ne sont pas soumis à la garantie décennale, l'entreprise, elle doit quand même le déclarer, elle doit quand même aller vers son assureur, il y a une obligation? Alors, qu'est-ce que vous appelez des éléments qui ne sont pas soumis à la décennale? C'est-à-dire des ouvrages non soumis? C'est ça. Ah oui. Alors non, ce n'est pas la même problématique. Après, les ouvrages non soumis peuvent également conduire à la souscription d'une police d'assurance qui imite, on va dire, la responsabilité décennale. Donc de la même manière, si l'assureur de responsabilité conditionne sa garantie pour les ouvrages non soumis à la réalisation de travaux de technique courante, l'entreprise sera obligée de la déclarer auprès de son assureur. Et c'est tout à fait envisageable. Vous avez le cas, par exemple, donc pour les ouvrages non soumis ou aussi si l'entreprise intervient en qualité de sous-traitant. Puisqu'un sous-traitant n'est pas un constructeur. À partir du moment où il n'a pas contracté directement avec le maître d'ouvrage, ce n'est pas un constructeur. Donc, il n'est pas assujetti à la responsabilité décennale. Donc, il n'a pas besoin d'avoir de garantie obligatoire. Néanmoins, vous avez des assureurs qui délivrent une police d'assurance type décennale lorsque l'entreprise intervient en qualité de sous-traitant. Et les conditions sont identiques, c'est-à-dire que vous avez la clause de technique non courante. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Vous avez les attestations d'assurance, en fait, à partir du moment où vous faites du réemploi, vous devez inviter l'entreprise à se prendre attache avec son assureur. Ok, merci. Voilà. Oui, je vous écoute. Oui, donc on comprend bien qu'il y a plein de soucis et de freins au réemploi. En même temps, dans l'automobile, on voit que les assureurs maintenant autorisent à prendre des pièces détachées d'occasion pour réparer des véhicules. Il y a des dangers aussi sur la route. Est-ce qu'il y a des solutions ou des mouvements législatifs ou d'autres solutions qui sont apportées? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce dont je vous ai parlé, c'est l'assurance décennale qui est très contraignante en marché privé. Là où on aurait une petite fenêtre de tir, j'ai envie de dire, c'est en marché public. Puisque les éléments dont je parle, normalement, ne s'imposent pas en marché public. Ça ne s'impose qu'en marché privé. Maintenant, je vais émettre les plus grandes réserves sur la question parce qu'en réalité, et pour avoir été dans le cadre d'un groupe de travail sur les matériaux biosourcés et géosourcés voilà, portés par les pouvoirs publics, eh bien, malgré tout, vous aviez quand même ces freins liés aux conditions assurantielles. Donc aujourd'hui, qu'on soit en marché privé ou en marché public, même si on pourrait envisager une petite souplesse en marché public, vous avez quand même ce frein assurantiel. Les assureurs ne sont pas prêts. Alors là où je dis ils ne sont pas prêts, c'est pour ça que je disais que c'est surprenant, parce qu'on est sur des travaux techniques ancestrales. Et finalement, quand on remplaçait des tuiles avant et qu'on remettait des tuiles qui étaient de bonne qualité et qu'on pouvait reposer, personne ne se posait la question de savoir si c'était du réemploi ou pas. Et à partir du moment où les assureurs se sont interrogés sur tiens, comment je peux qualifier cette intervention de je dépose des tuiles, je les repose ensuite alors que ce sont des tuiles qui étaient déjà dans l'ouvrage, tiens, c'est du réemploi, ce ne sont pas des travaux techniques courantes, je vais opposer une non-garantie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même la politique que l'on rencontre le plus fréquemment aujourd'hui chez les assureurs de responsabilité, c'est la politique de la non-garantie. Donc je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'aider, en tout cas de favoriser le réemploi en limitant ces clauses de travaux techniques courantes. La seule souplesse que l'on rencontre, c'est effectivement la déclaration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on déclare, on a quand même quasiment systématiquement des extensions de garantie. C'est très rare, en tout cas je n'ai pas rencontré des assureurs qui refusent purement et simplement le matériau réemployé. Là, on est sur une dynamique qui fait que dès lors que c'est déclaré, il y a une petite surprime, ça coûte un peu plus cher en cotisation.
Mais l'assureur accepte quand même de délivrer sa garantie. C'est la seule souplesse qu'on rencontre aujourd'hui, pour l'instant. Oui. Bonjour, j'ai une petite question concernant les validations. Vous parliez tout à l'heure que la C2P est consultée, en tout cas pour valider en fait certains matériaux en réemploi. Oui. Pour autant, est-ce que l'AQC fait des fiches de préconisation par rapport justement aux premières demandes que peut y avoir la C2P? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont peut-être en cours de rédaction? Est-ce que vous avez des infos sur le sujet? Alors, je sais qu'il y a une autre démarche qui a été faite, le projet Spirou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est cette fois-ci porté par le CSTB. Et qui a donné lieu, après un travail assez long de 2 ans, de mise sous observation de certains matériaux de réemploi, dont des dalles de moquette, voilà, qui ont été surveillées pour vérifier si elles étaient sinistrées ou pas, ou si elles pouvaient conduire à des sinistres. En tout cas, on a 10 familles de matériaux réemployés qui ont été surveillées pendant 2 ans et qui ont donné lieu à la fin à des notes méthodologiques qui sont en accès libre sur l'ADEME, que vous pouvez consulter. En revanche, ça reste uniquement des notes méthodologiques. En fait, c'est ce que je vous expliquais, il faut que les filières s'organisent. À défaut d'organisation des filières, qui peuvent très bien partir des notes méthodologiques d'ailleurs, à défaut d'organisation des filières, la C2P ne peut pas se prononcer. Donc il faut que ce soit les filières qui portent les règles professionnelles devant la C2P. Alors c'est pas la QC, hein, là c'est uniquement la C2P qui s'interroge sur le sujet parce qu'elle est propre, elle est dédiée aux matériaux, prévention produit. Mais si les filières ne s'organisent pas, alors le but c'est quand même qu'on aille vers une massification, hein, que de plus en plus de filières s'organisent et que de plus en plus de validations des règles professionnelles soient régularisées par la C2P. Mais pour l'instant, on n'en a qu'une. Voilà, la filière acier. Ce qui est logique, parce que pourquoi la filière acier a fonctionné tout de suite, c'est facile de tracer une poutre métallique. Un assureur de responsabilité, quand on lui parle de réemploi, si on lui dit voilà, je vais faire du réemploi sur tel type de matériaux, dans tout le processus pour obtenir l'extension de garantie, en fait, il va regarder le diagnostic PEMD, ce qu'il faut que ce soit un accès libre pour l'assureur de responsabilité. Hein. C'est comme ça qu'il vérifie s'il est OK ou pas. Et dans ce diagnostic PEMD, vous avez tous les éléments qui permettent de tracer le matériau. On est toujours sur la logique de je veux savoir ce qui va être mis sur l'ouvrage et je veux être sûr que ça va tenir 10 ans. Parce que c'est le temps de responsabilité de mon assuré. Donc la filière acier, c'est assez logique comme elle est facilement traçable. C'est logique que ce soit celle qui était le plus rapidement validée par la C2P. Voilà. J'ai une autre question concernant les garanties. Vous parlez de la décennale tout à l'heure. On sait aussi qu'en VFA, il y a une garantie sur l'acoustique. Quand on utilise des matériaux, en particulier en fait, sur des sols, des faux plafonds, est-ce qu'il y a des exclusions particulières en acoustique ou pas dans le cas de VFA? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Après, attention, parce que le matériau réemployé doit absolument remplir les conditions performantielles qui sont attendues de lui dans l'ouvrage. Donc, j'ai pas encore entendu de matériaux acoustiques réemployés pour l'acoustique. On peut réutiliser le matériau pour la même destination, mais avec des performances qui sont moins importantes, celles qui sont attendues. L'exemple de la porte coupe-feu qui devient une porte intérieure. Mais j'ai rarement entendu le matériau acoustique qui bénéficie en plus d'un certificat, etc., qui reste un matériau dont les performances acoustiques sont identiques. Mais peut-être, ça c'est le technique. Merci. Non, c'est terminé. Voilà, je suis désolée. Mais après, alors n'hésitez pas, vous pouvez aller venir nous voir sur le stand de la Mutuelle des Architectes. On est un petit peu plus loin sur la gauche et puis on peut répondre à toutes vos questions, dont sur le réemploi et tout autre type de questions juridiques ou autres.